Un archipel aux faux airs japonais, partagé entre le fer et la soie, mais aussi entre complots et merveilles. Mais quelle est cette terre où sous les arbres en fleurs reposent aussi bien samouraï que yokai? Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de SMD consacré à l'Empire des Cerisiers. Introduction aux racines du cerisier. Parmi la forêt de jeux de rôle publiés, les productions ludiques dont l'esthétique s'inspire du Japon médiéval constituent un arbre à elle seule. Un arbre qui prend racine dans Donjons et Dragons pour finir par une délicate branche ornée de petites fleurs pâles, celle de l'Empire des Cerisiers. Dès les premiers pas du jeu de rôle, les auteurs s'emparent rapidement de cette esthétique teintée d'un exotisme certain. Rappelons que si le jeu de rôle de Gary Gygax est publié en 1974, le jeu de rôle Bushido écrit par Paul Hume et Bob Charrette paraît pour sa part seulement 4 ans plus tard. Il s'ensuit alors une longue série de suppléments pour divers jeux de rôle comme Donjons et Dragons, RuneQuest ou encore GURPS Japan. Et il se trouve que parmi les personnes participant à ce mouvement, nous retrouvons souvent un nom, celui d'une femme appelée Leagold. On ne peut tout simplement pas aborder l'histoire des jeux de rôle à l'ambiance nippone sans évoquer cette pionnière avec qui j'ai eu le plaisir de correspondre et qui m'a raconté son expérience. Au départ, je devais réaliser une vidéo avec elle, mais il se trouve qu'elle est très occupée les prochaines semaines, donc je vais vous restituer son témoignage écrit et la vidéo qu'on réalisera toutes les deux servira plus tard lors d'un autre dossier tout simplement. Voici donc le témoignage de Leagold, première femme à avoir publié un jeu de rôle ayant donc pour cadre le Japon médiéval. Mon mari avait été affecté temporairement au Japon en 1975. Là-bas, j'ai acheté beaucoup de livres au sujet de l'histoire, des légendes et du folklore japonais et autres aspects de la culture japonaise. J'ai aussi appris le japonais, suffisamment pour me déplacer dans la ville par moi-même et mener une petite conversation avec les gens de là-bas. J'ai passé peut-être 20 à 30 heures par semaine à sortir pour voir les endroits intéressants de Tokyo. Et le week-end, j'emmenais mon mari voir les meilleurs endroits que j'avais repérés. Une fois de retour en Amérique, j'ai écrit dans un zine au sujet de ce que j'avais appris et comment le Japon médiéval pourrait correspondre avec les règles de chevalerie et sorcellerie. J'ai fini par écrire Land of the Rising Sun, un jeu à part entière compatible avec chevalerie et sorcellerie. Plus tard, à la requête de Steve Jackson, j'ai écrit la première version de GURPS Japan, bien que celui-ci fût relu avant d'être imprimé et qu'il parut plus tard dans une seconde version, cette fois-ci écrite par quelqu'un d'autre. Ces deux jeux mentionnent brièvement l'esthétique japonaise, mais aucun des deux ne se concentre sur l'art et l'esthétique japonais. Au lieu de ça, comme la plupart des jeux de rôle à l'époque, ils se focalisent sur le combat en utilisant des armes, la magie, le corps à corps. Mais ils essayaient aussi de faire justice aux compétences sociales telles que la persuasion, le mensonge et l'interrogatoire. Je tiens à préciser que le but de cette première partie de vidéo n'est pas de citer l'intégralité des jeux de rôle s'inscrivant dans ce mouvement. Ils sont en effet extrêmement nombreux, l'idée c'est de positionner l'Empire des Cerisiers dans cet héritage-là. Avançons donc un peu dans les années 90, période au cours de laquelle paraît l'un des best-sellers ludiques du genre, à savoir la légende des 5 anneaux qu'on désigne la plupart du temps sous le nom de L5R. Tiré d'un jeu de cartes à collectionner à succès, ce jeu de rôle va connaître dès sa première édition en 1997 un succès fulgurant. Un succès qui ne se dément pas aujourd'hui encore puisqu'on en est à la 5e édition du jeu et des suppléments continuent de sortir en 2021. Dans cet univers, l'histoire se déroule non pas dans l'Empire des Cerisiers, mais dans l'Empire d'Émeraude. L5R permet d'incarner les membres de différents clans chargés de défendre un territoire menacé à la fois par les envahisseurs humains, mais également des envahisseurs surnaturels sortis tout droit de l'outre-monde. Le jeu puise son inspiration dans la culture asiatique de manière générale et met l'accent sur les intrigues. L5R, c'est un jeu exigeant envers les joueurs car il nécessite de maîtriser beaucoup de connaissances sur le fonctionnement de ce monde à l'étiquette et aux symboles très particuliers. Dans notre chronologie ludique, c'est un jeu très important. Tout d'abord par son succès auprès du public, mais aussi parce qu'il occupe une place particulière dans le parcours d'Olivier Sanfilippo, l'auteur de l'Empire des Cerisiers. C'est en effet, si l'on en croit sa biographie sur le grog, l'un des premiers jeux qu'il maîtrise. Un jeu qui alimente en lui une passion pour la culture nippone au point qu'il finira par axer ses études sur ce sujet. Olivier Sanfilippo se montre très créatif dans son amour pour L5R. Il va très vite produire des illustrations pour des aides de jeu amateurs.
Finalement, c'est là qu'il va faire ses premiers pas en tant que producteur de contenu ludique. Et c'est aussi pour ça qu'on va retrouver énormément de passerelles entre l'Empire d'Émeraude et l'Empire des Cerisiers. En 2011, l'une des productions qui marque le paysage français nous vient cette fois-ci non pas des États-Unis, mais bel et bien de France. Tenga, un jeu de Jérôme Larrey paru chez John Doe et qui rencontre alors un succès d'estime. Le cadre de jeu proposé est celui du Japon de la fin du XVIe siècle, tout simplement. Tenga, tout comme l'Empire des Cerisiers, est très souple dans les archétypes de personnages qu'on peut incarner. On peut incarner un shinobi, un moine, un samouraï, une mère courage, un artiste. Il y a énormément d'archétypes possibles. Tenga, quelque part, c'est le premier jeu de rôle 100% français, je ne prends pas en compte les traductions et les suppléments, qui se fait l'écrin de cette esthétique japonaise médiévale. Il se trouve qu'Olivier Sanfilippo est déjà impliqué dans ce projet puisqu'il a participé aux illustrations de l'écran de MJ, mais aussi au supplément du jeu qui propose de présenter le domaine du clan Ukita. Et il se trouve que dans ce supplément-là, Olivier Sanfilippo va réaliser des illustrations des lieux. Ce qui est intéressant, c'est que dans la construction de ce supplément-là, on retrouve un petit peu ce que fait Olivier dans ses propres suppléments à lui, avec cette idée d'explorer davantage un lieu, avec beaucoup d'illustrations, mais on y reviendra plus tard. On le voit dans cette chronologie sélective déjà, l'arbre généalogique de l'Empire des Cerisiers est riche et complexe, partagé dans le cas présent entre les États-Unis et la France. L'Empire des Cerisiers, c'est un jeu qui ne connaît pas les frontières, d'abord dans son esthétique nippone, puis dans son héritage franco-américain. Mais est-ce bien là la seule frontière que s'amuse à traverser Olivier Sanfilippo avec ce jeu? C'est ce que nous allons découvrir dès à présent. Chapitre 1. Un rôliste sans frontières. Dans le jeu de rôle de l'Empire des Cerisiers, les personnages se définissent par deux champs dans lesquels ils sont spécialisés et qui vont définir un peu leur fonction dans la société. À l'image de ces personnages, Olivier Sanfilippo semble se définir dans ce monde ludique par deux grands champs, celui de l'écriture et celui de l'illustration. Ce sont là deux formes de créativité bien distinctes et bien peu d'auteurs ont franchi la frontière qui les sépare. On en a un peu parlé avant, mais quand on regarde le parcours de cet auteur, marqué à tout jamais par sa découverte de la culture nippone, on s'aperçoit que presque immédiatement, il va s'emparer de lui l'envie de créer. Cela se manifeste dans un premier temps par des aides de jeu pour des scénarios amateurs de L5R, il produit des visuels, des cartes, les prémices d'une passion pour une esthétique qu'il va plus tard sublimer dans l'Empire des Cerisiers. Puis, son trait fin et poétique se met progressivement au service de jeux professionnels. Il y a bien sûr Tenga de Jérôme Larrey qu'on a déjà mentionné, mais aussi Les Ombres d'Estérène ou encore Meute de Julien Moreau. En parallèle de son parcours ludique, il consacre ses études d'histoire au Japon. Il poursuit jusqu'au doctorat avec pour thèse la trajectoire et les réseaux d'un intermédiaire entre Europe et Asie au XVIIe siècle, François Caron. François Caron, le premier explorateur français à avoir visité le Japon. On garde de lui de nombreuses archives quant au Japon du XVIIe siècle, notamment Relations de l'Empire du Japon. Dans cet écrit, François Caron se livre à une description longue et complète en répondant à des questions sur les lieux, les armes, la structure sociétale du Japon. Ce qui va être intéressant pour Olivier Sanfilippo, c'est qu'on retrouvera un peu la même structure à l'intérieur de son livre de base. Je ne peux pas résister à cette idée-là, je ne peux pas résister au fait de mettre en miroir le parcours de ces deux hommes. Alors certes, Olivier Sanfilippo n'est pas le premier explorateur français de l'esthétique nippone en France. Avant ça, il y a eu François Marcela Froideval dans les années 80 qui a bossé sur Donjons et Dragons Oriental Adventure, puis plus récemment Jérôme Larrey sur Tenga. Mais je ne peux m'empêcher encore une fois de mettre en parallèle le parcours de ces deux hommes tombés en amour pour le Japon et qui vont prêter leurs plumes des pages durant afin de décrire un pays bien réel d'un côté et de l'autre un pays imaginaire qui en est très inspiré. Chapitre 2. Un produit ludique métissé culturellement. Lorsqu'on tient entre les mains l'objet livre de l'Empire des Cerisiers, on est immédiatement interpellé par son format dit à l'italienne. C'est-à-dire qu'on est sur un format dit paysage lorsqu'on ouvre le livre, ce qui participe évidemment à la mise en valeur des illustrations d'Olivier Sanfilippo. Tout comme dans l'histoire de l'écriture japonaise, images et récits sont profondément liés dans le livre de l'Empire des Cerisiers.
L'image est extrêmement présente dans ce livre. C'est un livre extrêmement généreux de ce côté-là. On a d'un côté les illustrations en pleine page, colorées dans les tons pastels, et de l'autre des illustrations en noir et blanc, plus épurées. En ce qui concerne l'objet livre, on va avoir cet aspect très moderne avec les couleurs blanches et rose pâle, la rigidité du matériel de l'objet livre, et puis d'un autre côté, on va avoir cet aspect plus traditionnel avec ce format qui va nous rappeler le Nara-Eon. Alors, qu'est-ce que c'est le Nara-Eon ? Vous connaissez peut-être les emaki, ces fameux rouleaux japonais sur lesquels étaient peints des récits religieux ou des récits épiques. Eh bien ceci, c'est ce qui précède le Nara-Eon. En effet, au XVIIe siècle, le récit japonais s'offre un nouveau support matériel, celui du Nara-Eon, qui est un codex manuscrit enluminé à la main. Et ce codex, il va parfois avoir un format oblong. À la BNF, on a la chance de conserver quelques exemplaires de ce type d'ouvrage comme celui-ci. On y retrouve l'illustration pleine page à l'horizontale d'un côté et le texte de l'autre, tout comme dans l'Empire des Cerisiers qui s'inscrit clairement dans cette tradition-là, même si apparemment j'ai entendu dire que ça faisait râler quelques joueurs parce que ça dépassait de la bibliothèque. Écoutez, chacun ses problèmes dans la vie. Chapitre 3. Une géographie imaginaire. L'Empire des Cerisiers, à l'instar du Japon, est un archipel, mais il n'en reprend pas cependant la géographie physique exacte. On retrouve un peu la silhouette globale de l'archipel nippon, mais en y regardant de plus près, on voit qu'il y a plus d'îles et que la capitale de l'Empire n'est par exemple pas située sur l'île principale, celle de Ryushima, mais se situe sur la petite île de Sakurakyo qui est située au centre par exemple. Cette géographie physique va être illustrée par de nombreuses cartes et plans à différentes échelles. Olivier Sanfilippo est très généreux sur les aides de jeu. Il nous offre des cartes pour des quartiers entiers ou même à une échelle plus petite encore des schémas d'intérieur de bâtiments. Au niveau des cartes, on n'est pas sur les représentations cartographiques de l'époque, mais par contre, ça reprend l'esthétique de certaines représentations picturales de villes par exemple. Regardez, on retrouve bien la composition et la représentation des bâtiments entre le travail d'Olivier Sanfilippo représentant le quartier populaire du Dragon et cette vieille représentation japonaise du port de Mionoseki. Ce qu'il va y avoir de remarquable, c'est que ces lieux, peu importe leur échelle, peu importe le cadre rural ou urbain, Olivier Sanfilippo, il va leur donner une histoire, une vie. Bien souvent, il ne se contente pas d'une, mais de plusieurs anecdotes, plusieurs légendes permettant de moduler l'ambiance qu'on souhaite donner en sélectionnant soigneusement les informations. C'est le cas par exemple avec l'onsen des brumes du cœur présenté dans le supplément sur les chemins de l'Empire. On peut donner un aspect très merveilleux à cet endroit en évoquant la légende du fils d'un daimyo et celui d'un bûcheron qui sont amenés à découvrir une source d'eau magique censée guérir quiconque s'y baigne. Ou bien, au contraire, on peut lui donner une ambiance bien plus inquiétante en évoquant par exemple un double meurtre passionnel ou encore la présence d'un yurei dans la source qui noierait ceux qui s'y baignent. Avec son livre de base et ses suppléments, Olivier Sanfilippo nous invite vraiment à explorer, mais aussi à nous approprier cet univers auquel on peut donner une tonalité plus ou moins sombre, car tout est loin d'être rose dans l'Empire des Cerisiers. Car rappelons que l'organisation territoriale est fortement inspirée de celle du Japon. On va retrouver tout le système féodal qu'on connaît bien. À la tête de l'Empire, on retrouve une tête couronnée réputée immortelle et d'ascendance divine. Et puis, on va retrouver les fameux daimyo qui vont gérer une partie du territoire et dont l'influence se fait plus forte au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la capitale. La société est très stratifiée. On est sur une société pyramidale qui comprend une noblesse bouffie de privilèges et à la base les parias et les intouchables, donc les criminels et les personnes supposément marquées par la souillure car exerçant un travail associé à la saleté comme les bouchers, les ramasseurs d'ordures. L'Empire des Cerisiers est donc certes peuplé d'humains et de yokai, mais certainement pas de bisounours. C'est un empire dont la société est scindée par de fortes inégalités sociales et qui est par essence violent, de par la place des guerriers dans ces sociétés, mais aussi les sombres secrets de la famille impériale. Chapitre 4. Entre mort et merveille. Merveilleux, l'Empire des Cerisiers l'est déjà de par sa genèse mettant en scène des dieux. On va retrouver l'histoire d'Izanami et Izanagi qui se finit tragiquement puisque cette dernière décède en donnant la vie. Fou de chagrin, Izanagi part dans le monde des morts afin de rechercher son épouse. Mais lorsqu'il la découvre, il est trop tard pour elle et son visage est en décomposition, ce qui le fait fuir au grand désespoir et à la grande colère d'Izanami qui devient alors une déesse de la mort et un yokai à la fois.
S'ensuit un certain nombre de péripéties que je vous laisse découvrir dans le livre de base, mais le fait est que depuis, Izanami n'a de cesse d'envoyer ses créatures dans le monde des vivants afin qu'ils sèment la mort et la destruction. L'une des frontières qui se dessine et qui est alors franchie dans l'Empire des Cerisiers est non seulement celle du merveilleux et du quotidien, mais aussi celle de la vie et de la mort qui sont un peu les leitmotifs du jeu. Comme dit précédemment, chaque lieu comporte sa part de merveilleux, mais aussi sa part sombre, et cela reflète de manière globale l'Empire des Cerisiers. D'ailleurs, ça se retranscrit aussi dans le supplément de l'Empire des Cerisiers dédié au Royaume des Morts, qui, pour sa part, possède une couverture noire. On retrouve ce contraste-là dans les objets livres véritablement également. Dans l'Empire des Cerisiers, il est possible d'incarner des yokai, mais ils appartiennent également aux croyances populaires japonaises et sont liés à toutes sortes de superstitions et de rituels tout à fait intéressants. Il y en a un que j'apprécie particulièrement et qui fait un peu écho à nos pratiques, c'est le rassemblement de 100 contes fantastiques. Dans ce petit jeu traditionnel, les participants se racontent à tour de rôle des récits inquiétants comportant des yokai. Il s'agit de récits qu'on se raconte à la nuit tombée et dont on dit que si on en raconte 100, cela invoquerait une parade de yokai effrayants. Au lieu d'être à une veillée, nous sommes autour d'une table de jeu de rôle, à échanger de manière orale également, tout comme les participants de ce jeu, et une part de nous a comme eux envie d'invoquer le merveilleux autour de cette table. Avec l'Empire des Cerisiers, on est vraiment sur deux mondes qui se côtoient. Celui des esprits qui est merveilleux et celui des humains avec tout ce que ça comporte de problématiques économiques et sociétales. Une cohabitation qui peut parfois virer à la confrontation. C'est d'ailleurs la thématique du scénario présent dans le livre de base qui porte le titre de Festival des Lucioles. Il s'agit d'une très belle histoire qui aborde de manière symbolique des thèmes comme les tendances destructrices de l'homme, mais aussi la manière dont il saccage la nature à son profit. Conclusion. Voyager dans l'Empire des Cerisiers, c'est se laisser porter par une mécanique de jeu volontairement souple afin de pouvoir s'adapter à un univers dont on peut moduler à souhait la tonalité et l'esthétique. J'ai choisi de ne pas mettre en avant la mécanique de jeu dans cette vidéo car beaucoup en ont parlé avant moi et j'ai voulu simplement mettre l'accent sur ce qui m'avait davantage intéressé. À savoir la manière dont le jeu s'inscrit dans une longue tradition ludique tout en s'en démarquant par sa poésie et son traitement des lieux. Si vous vous souvenez du témoignage de Lee Gold, elle affirmait que les premiers jeux de rôle reprenant l'esthétique médiévale japonaise étaient plus axés autour des armes, autour des classes de personnages et tout un tas de compétences relevant de l'éloquence, alors que là, avec le jeu d'Olivier Sanfilippo, on est véritablement sur une célébration du folklore et du lieu. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est l'histoire d'un parcours, celui d'Olivier Sanfilippo, un jeune homme fasciné par le Japon et qui, à la manière de celui dont il a tant étudié la vie, nous amène à explorer un empire pétri par le folklore et l'histoire du Japon. Bien loin d'être une jolie coquille vide, l'Empire des Cerisiers, c'est aussi l'occasion d'aborder des thèmes très actuels et variés tels que l'écologie, le passage à l'âge adulte ou même le genre. Et oui, par exemple, la source d'eau chaude dont je vous ai parlé précédemment dans la vidéo évoque en effet une légende autour du changement de genre et même un drame passionnel homosexuel. Finalement, le génie d'Olivier Sanfilippo, c'est peut-être de réussir à nous parler de notre société tout en peignant une estampe aux couleurs pastel et à l'ambiance exotique, celle de l'Empire des Cerisiers. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.